Et on va enchaîner avec notre petite critique slash review slash deux gars qui écoutent la lutte depuis un bout, qui connaissent quand même bien l'histoire. Ils vous donnent votre avis, leur avis sur le documentaire Vince McMahon. Cette fois-ci, l'épisode 2 qui s'intitulait Heat. Heat. Fait que Heat, pour ceux qui n'étaient pas là dans le premier épisode, je fais un tour des différents lexiques de la lutte. Donc, Heat veut dire un peu avoir un peu de chaleur sur soi. Fait que les gens, ils t'aiment pas beaucoup. Ils étaient comme... tu te fais huer, tu fais tout ça. Fait que McMahon, le début du fait qu'on l'aime peut-être un petit peu moins, les premières brides de tout ça, que le public voit le personnage public de Vince se dessiner et quelques backlash face à ça. Donc, je pense que le titre, jamais les titres, c'était bien. Puis celui-là, il était bien aussi abordé. Fait que on a terminé, en fait, le dernier, le premier épisode à l'apothéose, si on veut, de WrestleMania 1, l'arrivée de tout ça et comment Vince est arrivé au pouvoir. L'émotion, moi, que j'avais face au premier épisode, c'était beaucoup axé sur ça a nourri l'historien en moi. Puis j'avais comment ça a été, même ça a été raconté. J'en aurais pris plus, mais je trouvais que c'était quand même relativement factuel ce qui nous avait été présent dans l'épisode 1. Alors que le deuxième épisode, là, on dirait la colère a été un peu plus l'épisode, l'émotion que j'ai ressentie à travers ça. Assurément que les gens qui suivent pas la lutte vont pas le voir de la même manière, cet épisode-là. Mais si tu suis bien la lutte, il y a beaucoup de choses qui ont été racontées, de la manière que c'est raconté, que c'est la version que la WWE ou Vince McMahon veut mettre de l'avant dans cet épisode-là. Et qu'il n'y a pas beaucoup de fact-check, il n'y a pas beaucoup de... Ça s'est-tu vraiment passé comme ça ou on prend pour du cash? Les gens qui sont devant nous, qui nous le disent devant nous, qui mentent souvent. Vu que techniquement on s'adresse à une clientèle qui n'écoute pas la lutte, est-ce qu'on peut les bullshitter à ce point-là? Est-ce que l'information va passer? Puis ben non, pas tant. Il y a du monde comme nous qui va l'écouter aussi, qui va faire comme c'est pas certain là, que c'est tout ben correct là, là. Ouais. Fait que on va y aller dans comment tout a été présenté, puis peut-être des segments où j'étais comme j'aurais aimé plus creuser celui-là, moins creuser celui-là. Parce que aussi c'est l'épisode, je trouve que on sent le plus la mainmise de la WWE sur quel sujet aborder, parce qu'on s'entend dans cette période-là, fait que là on est comme années 80, si on veut, là, dans la montée, la grosse montée, jusqu'à fin des années 90 de la popularité de la lutte en général. Il y a tellement d'histoires qui, si vous avez écouté Dark Side of the Ring, qui sont dans ces périodes-là, et que là quand on les mentionne à peine, ou si on fait juste pas en parler zéro, puis il y a plein de trucs qu'on aurait peut-être plus creusé si les gens qui étaient derrière la caméra auraient voulu souhaiter, mais peut-être que c'est ça. La WWE avait son mot à dire sur le contenu qui était mis. On commence avec un peu au début la syndicalisation à l'intérieur de la lutte. On a Jesse Ventura qui, à la suite de WrestleMania 1, entre 1 et 2 en fait, se dit hey, ça a comme pas de bon sens, nos conditions de travail. On est des gens autonomes, on doit payer nos dépenses, on travaille 7 jours sur 7. Le corps, il peut pas suivre. On a comme pas le choix de se droguer pour s'en sortir. On se fait-tu un syndicat, la gang? Et là, lance un peu ce truc-là dans l'univers, dans les différents lutteurs autour. Et finalement, ça fonctionne pas. Parce que principalement, Hulk Hogan, il fait son snitch. Il fait son snitch. Il va voir Vince. Il fait hey, Jesse Ventura, il veut faire un syndicat. Fait que là, Vince, en bon Vince... appelle tout le monde dans son bureau et il dit hey, si tu t'en vas à cette réunion-là ou si tu signes ça, t'as plus de job. Ce qui est un classique de n'importe quel endroit. Si jamais vous avez essayé de vous syndiquer, c'est un peu comme la manière de faire d'un propriétaire qui ne veut pas se syndiquer, qui est illégal également de faire ça. Oui. Fait que, écoute, on n'en parle pas beaucoup dans l'épisode. Je pense que c'est quand même un bloc qui aurait pu être intéressant. Moi, c'est plus le what if. Parce qu'on s'entend, les joueurs de hockey ont réussi à se syndiquer. Les joueurs, tous les athlètes sportifs, en grande généralité, se sont syndiqués. Les acteurs se sont syndiqués. Parce qu'il y en a qui disent ah, mais non, c'est pas du sport. Mais c'est pas grave. Les acteurs ont réussi à se syndiquer. Les scripteurs ont réussi à se syndiquer à Hollywood. Même les cascadeurs ont réussi à se syndiquer. Pourquoi les lutteurs, après tant d'années encore, ne sont toujours pas syndiqués? Alors que je pense dans ces années-là, ça aurait été nécessaire. Ah ben oui, si. Il y aurait eu moins de morts, je pense de lutteurs s'il y avait eu un syndicat. Il y a beaucoup de gens qui sont morts très très jeunes, surtout dans ces années-là. C'était rare que tu dépassais le 45-50 ans.
si t'étais lutteur dans ces années-là. Ouais, parce que ça leur... Parce qu'au final, aujourd'hui, je pense que les conditions de travail sont quand même bien. Mais oui, là, Mais- maintenant on comprend plus. On comprend plus, à part Stone Cold qui croit pas aux commotions, là, calice. Ouais. Euh, En faisant ça après. Ouais, là, non, c'est ça. C'est plus loin, mais c'est qu'on est plus conscient des répercussions que ça peut avoir la job Ouais. de lutteur, mais aussi tous les suppléments qui ont été donnés, dont les stéroïdes, là, mais c'est surtout les commotions cérébrales là, qui étaient partie prenante à ce moment-là, mais qu'on savait pas encore que ça allait, que ça avait une si grosse importance. Mais je pense que oui, sur la santé mentale des lutteurs, là, le 7 jours semaine, là, c'est ridicule. 7 jours, lutter 51 semaines à 7 jours semaine dans ton année. Puis les lutteurs voulaient continuer à travailler, voulaient continuer à avoir de l'argent. Fait que s'il y avait une blessure, fermaient leur gueule parce qu'ils voulaient pas paraître comme faibles, parce qu'ils allaient retomber en bas de la carte, ils allaient juste perdre leur job. Fait que souvent, ils luttaient blessés, mais ces blessures-là s'aggravaient, puis ça continuait autre chose. Mais si t'es syndiqué, tu fais comme, je suis syndiqué, je peux pas lutter, je suis blessé, faut que je me guérisse. Et c'est ta compagnie qui fait que je suis blessé, fait que c'est ta compagnie qui va payer. Maintenant, les contrats, c'est correct, les compagnies couvrent. Le filet social est mieux pour les lutteurs. Oui, absolument. Je pense que ça a débuté, malheureusement, par des grandes tragédies qui ont fait que ça m'a noté la direction. On y viendra dans les prochains épisodes. Mais je pense que si on avait, lors de WrestleMania, entre le 1 et le 2, commencé à faire ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses dramatiques qui arrivent dans le futur avec des lutteurs qui seraient peut-être pas arrivées. Ouais. Je pense également que la qualité de vie des lutteurs est plus fun. C'est surtout ça. Parce que, tu sais, t'entends le sacrifice, en fait, que tous les lutteurs font. T'entends un Bret Hart qui dit « Hey, moi, je vois mes enfants 60 jours par année. » C'est ridicule. Tout le temps, ça. C'est Tu sais, ridicule. c'est comme... Ça n'a pas de bon sens. On est dans une époque aussi que, tu sais, ça n'existe pas, là, ce qu'on fait en ce moment. Là. Être sur Skype, voir ta famille d'une autre manière. Tu sais, t'es toujours sur la route, tu les vois jamais. Puis quand t'arrives chez vous, t'as mal. Tu te reposes pour vrai parce que tu luttes, là, c'est ça ta job. C'était quand... Écoute, les gens étaient passionnés, ça c'est certain. Mais à quel point Vince abuse un petit peu de cette passion-là. Et je pense dans n'importe quel domaine où les gens sont passionnés du travail, c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder parce que des fois, on est notre propre ennemi à nous-mêmes. De se dire... Hey, j'arrêterai pas parce que c'est ça que j'aime faire, Mais à un moment donné, il faut que tu fasses des pauses dans la vie, même si c'est ça que tu aimes faire. Fait que on n'en a pas beaucoup mentionné. Ça, c'est le genre de sujet j'aurais peut-être aimé avoir Jesse Ventura. J'aurais peut-être aimé avoir des différents points de vue face à ça. Même Hogan, on n'a pas parlé. Puis c'est lui qui était... il en parle en disant, ben oui, j'ai snitché. Ouais, c'est ça, mais pas comme... Il n'y a pas sa réflexion de... Qu'est-ce qu'il... Fait que bref... Puis Vince, ben lui, un classique Vince, fait juste dire, ben ça n'aurait pas marché. Si moi je travaille 16 heures par jour, 365 jours par année, tout le monde est capable de le faire. C'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais, fuck you aussi. Fait que en tout cas, ça, c'est un des sujets. Ensuite, on a eu, très peu parlé, mais WrestleMania 2 qui a été un peu un fiasco. Pas un fiasco financier, parce que je pense que ça a fait du cash, mais il a été un fiasco au niveau du truc in ring, puis du concept de tout ça. Là, on a fait WrestleMania 2 dans 3 villes différentes. Puis bon, au niveau technique, on n'est pas allé... Même avec la technologie d'aujourd'hui, ça serait quand même tout un défi technologique. Là, pour l'avoir déjà fait pour des segments, moi, dans des événements, avoir quelqu'un qui est ailleurs ou essayer de linker trois trucs audio ou 2 salles qui sont pas ensemble, c'est quand même des gros défis techniques. Fait que de le faire dans ces années-là, dans 3 villes, c'était quelque chose. Fait que bref, on le mentionne très peu. En fait, tous les côtés plus négatifs de la WWE, c'est très passé rapidement. Ah, ben oui. Fait qu'on on le mentionne. Ça. Fait que on va vraiment rapidement vers WrestleMania 3 qui était, je pense, l'apothéose de la compagnie. Plus gros show, André contre Hogan. Que même là, c'est bizarre comment c'est raconté parce que c'est pas très dans les faits. On dit qu'André a fait une opération. Il y a des historiens comme Pat Laprade qui est déjà venu au podcast qui lui a les reçus des médecins, là, tu sais. Fait que l'opération a eu lieu après. Je sais pas pourquoi Vince et Hogan dit que ça a été avant. Hogan même dit, ben non, il y avait de la misère à se lever d'un corps. Mais of course, il avait mal dans le dos. Il était full blessé. Fait que André était magané. Mais l'aura de ce match-là, c'est quand même un des meilleurs main events que j'ai jamais eu, le WrestleMania. Mais l'entièreté de la carte aussi est excellente. Là. Il y a le match de Ricky Steamboat qui était éclairant là-dedans. Et le visuel de WrestleMania 3, tu re-regardes dans le documentaire les images, t'es comme, c'est-tu pas incroyable? Imagine quand c'est la première fois que tu vois ça. Ouais.
Fait que t'as jamais vu des stades gros comme ça, remplis avec des lutteurs qui luttent. Moi, je préfère tout le temps mon WrestleMania le soir. Ouais. Mais pour lui, on dirait que j'étais comme, hey, les images sont tellement incroyables que je comprends pourquoi il aime qu'il y ait une partie de WrestleMania soit le jour. Ouais. C'est tellement beau voir une foule de monde qui capote pendant que tu fais genre, je sais pas trop, un move qui saute de la 3e corde, là, un lancer de la 3e corde. Bon, la petite truc bizarre, on s'ostine encore avec le nombre de personnes qu'il y avait. Qui au final, on s'en crisse un peu. Là. Je pense que c'est comme un débat que l'Internet a créé pendant un moment donné parce qu'il disait pas la vérité, mais il dit jamais la vérité à WWE sur les chiffres. Non. Fait que eux continuent de mentionner que c'est 93 000. On sait pertinemment que c'est 78, ou à peu près. Ou... Ben, Meltzer dit 78, d'autres gens disent entre les deux. Au final, on s'en fout parce que ça a été un succès. Voilà. T'as pas besoin de savoir le chiffre, ça a été un succès. Puis tout le bout bizarre, justement, qu'il n'y a pas de pushback de la part. C'est genre, on dirait qu'il raconte l'histoire comme ça. On sait pas si André, il serait laissé piner, tout ça. T'as Vince qui dit ça, t'as Hogan qui dit ça. T'es comme, c'est sûr que. Tu sais, André, il se laissait piner. Ben oui. Fait que, je sais pas pourquoi on décide de raconter l'histoire de cette manière-là, dans le documentaire. Peut-être pour laisser un petit genre, je sais pas trop, une manière de faire. Va-tu vraiment faire la job ou pas? Mais tu sais, c'est comme. C'est ça. André le Géant, c'est pas l'ego pis l'aura que ce que Hulk Hogan était, mettons. Non, mais en fait, ce qu'on raconte il y aurait moins de difficulté à croire qu'Hogan se serait pas laissé piner. C'est plus ça. Que l'inverse. Parce que souvent, ce qu'on raconte, c'est qu'André le Géant avait cet ego-là, puis il avait il voulait pas perdre contre n'importe qui, il voulait pas perdre n'importe où, mais je pense qu'il respectait tellement la business, puis il comprenait tellement la business qu'il le faisait pour what's best for business. J'ai l'impression que lui, il comprenait très bien, puis vis-à-vis de lui aussi. Fait que dans ce c'est surtout rendu à ce point-là de sa carrière. Oui, c'est ça, exactement. Comme il était à la retraite, comme pour, tu sais, c'est sûr qu'il revient pas en pensant. Il va tout gagner. C'est moi qui vais gagner ce match. Fait que, bref. Ça, c'est encore de la bullshit un peu racontée de Vince et de Hulk Hogan à l'intérieur de ce documentaire-là qui est un peu bizarre. Ensuite, une petite quote intéressante que j'ai notée. Steph qui était un peu jalouse de toutes les fleurs qui étaient lancées vers Hulk Hogan parce qu'elle a trouvé que son papa, il travaillait fort puis qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance. À l'époque, on s'entend. Avant qu'il soit mis de l'avant, avant qu'il soit un personnage à la télé et tout ça. Exact. C'était beaucoup Hulk Hogan qui était mis de l'avant. Puis elle avait un petit peu de ressentiment, un petit peu de. Je pense qu'elle était. C'était pas son meilleur. Ben, elle l'aimait, mais tu sais, je pense qu'elle a pas aimé le fait que Hulk prenait toute la gloire. Puis que son papa, lui, faisait rien. Hulk, tant qu'à lui, disait moi, tout ce que Vince disait, elle le faisait. Parce que ça se transformait en or. Fait que une belle. Une belle honnêteté naïve de la part de Hulk Hogan. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, Vince, c'est ce qu'il faisait. Ça se transformait en or, y compris le film No Holds Barred. Là encore, un peu de bullshit qui a été écrit parce que là, on raconte l'histoire que hey, c'est Vince et Hulk qui ont écrit ça en 2 jours. Bon, dans les faits, c'est plus qu'il y avait déjà tout un script d'écrit. Parce qu'on s'entend là, écrire un script, c'est pas juste écrire les mots, c'est aussi les plans de caméra, le lieu de tournage. Il y a beaucoup de choses là, à écrire un script. Là. Ça s'écrit pas en 2 jours. Fait que, ils ont juste pris ça, puis ils ont fait on change des scènes, puis à cette place-là, ça va être une joke de merde à la place. Puis... fait ils ont comme refait de la script édition pendant 2 jours. Ça serait peut-être le terme plus juste que je connaissais pas cette histoire-là, je savais pas exactement. Ouais. C'était nouveau comme info, mais t'es une info qui me surprend pas. C'est surtout. Mais qui me dérange pas non plus. Whatever. Ben, c'est ça. Quand t'es dans. Un film, ça s'écrit pas en 2 jours. Non. Fait que c'est ça. C'est plus le côté. Le texte, ils l'ont peut-être retravaillé pendant 2 jours, mais ils partaient pas de zéro, puis on réécrit le film, puis on va pouvoir donner ça dans une semaine à tous les caméramans, tous les réalisateurs, tous les acteurs pour dire quelle émotion on joue, puis quel plat de caméra on fait, puis où on va être, on va les faire. Fait que, bref, ça c'est un petit trucage de la réalité qui a été fait encore une fois. Bon, là, on parle ensuite. On parle pas vraiment de 4-5-6. 4-5, en fait, dans les WrestleMania. On saute rapidement. C'était pas des très grands succès. C'était également, je pense que c'en était un avec Trump, justement. Je pense que c'était sûr de Trump. Ou le 6 aussi, je pense que c'est Trump, mais bref. On parle plus de la baisse de popularité de ces années-là autour de Hulk Hogan. Bon, évidemment, nous, on ne suivait pas la lutte à cette époque-là. Fait que là, il faut se fier à des gens qui l'écoutaient. Mais de ce que j'entends, des gens qui sont dans la cinquantaine, qui écoutaient la lutte dans ces années-là, il y avait un peu une écœurantite, un peu comme Rain, qu'on a eu là, pendant un bout, de se le faire rentrer dans la gorge. Il y avait un peu ça autour de Hulk Hogan dans ces années-là.
Fait que, tu sais, le. Il avait perdu genre 8 fois en 10 ans, là, comme de quoi qu'il n'y a pas rapport. Là. Ben, c'est parce qu'il était dans le mainstream, mais il permettait pas à d'autres lutteurs de grossir, de grandir. Puis on s'entend, la carte était quand même relativement bonne dans ces années-là aussi, de d'autres bons lutteurs luttent. On n'est pas encore à l'époque de Bret Hart, tout ça, mais on commence à avoir des Ricky Steamboat, des joueurs, d'autres acteurs importants, mais qui n'ont jamais eu vraiment leur chance à être à un plus haut niveau à cause que Hulk gardait ce spot-là pour lui. Fait que, à WrestleMania 6, ben là, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut écouter ce que la foule nous dit. Puis, on commence à avoir peut-être les ventes descendre également. Parce qu'on perce plus. C'est ça. Il est reconnu du côté du mainstream, mais là, maintenant, il faut se créer des nouvelles personnes qui aiment d'autres choses. Fait que, vient en scène Ultimate Warrior, qui est un peu le choix le plus bizarre pour les gens qui. Je pense pas que c'était le choix numéro 1 du monde. Là. C'est comme si c'était le choix Hit Factor. Ouais, pour c'est remplacer the next big thing à côté là, qui est juste là. Je pense qu'on avait en tête beaucoup la vente de produits dérivés. Fait que, on remplace Hulk Hogan par Ultimate Warrior. Fait que les petits bonhommes, les gens vont aimer ça, acheter des bonhommes de lui. Fait que, bon, un match un peu bizarre qui se termine relativement facilement. Mais Ultimate Warrior, c'était un peu un Goldberg. Ouais, non, c'est ça. Dans l'aura, là. C'était pas les gros matchs de lutte. C'était plus. Puis ça me fait rire parce que pas grand monde qui ont no-sellé Hulk Hogan. Mais Warrior, il a no-sellé. Ok, Chris, oui. Il no-sellé Ultimate Warrior. Ouais, parce qu'il était pas capable. Sa façon de vendre, c'était de pas vendre. Fait que... Exact. Bref, ça n'a pas tant fonctionné non plus, Ultimate Warrior, parce que là, on peut pas retourner à la stratosphère de Hulk Hogan. Fait qu'à WrestleMania 7, on décide de ramener un peu Hulk Hogan. Cependant, on fait une erreur que ça me fait rire, parce qu'avec le recul, tu sais, Vince, il le raconte dans le documentaire, comme c'est, hey, là, faut pas suivre trop la réalité, là, puis là, dans ce temps-là, il y avait la guerre en Irak, puis là, on a fait une storyline avec Sergeant Slaughter qui devenait genre irakien ou je sais pas trop, puis là, le monde a commencé à haïr ça, parce que au même moment, dans la vraie vie, il y a plein d'Américains, soldats, qui se sont fait tuer dans des bombardements au Moyen-Orient. Fait que, bref, ça a fait un gros backlash parce que là, c'était très de mauvais goût, tout ça. Puis là, Sergeant Slaughter se faisait menacer de mort, sa famille également. Bon, dans un autre. Non, encore. On est dans une autre époque, mais non. Là, il y a encore du monde de nos jours avec les réseaux sociaux qui se font menacer de mort pour des raisons bizarres. Là. Fait que, bref, gros backlash. Cependant, ce qu'on mentionne pas, c'est qu'on a changé de stade tellement ça a mal été. Ah ouais, ok, je savais même pas. Ouais, on est passé d'un stade, dans le fond, à une aréna parce que la vente de billets était tellement mauvaise de tout ça. Fait que, on mentionne qu'on a switché un peu l'histoire, puis effectivement, on a switché un petit peu l'histoire, mais on n'a pas mentionné qu'au point de vue économique, ça a quand même été un gros. Une grosse erreur, quand même. Fait que. Ensuite, bon, brièvement, le début du scandale des stéroïdes est mentionné. Avec, qui est le début du personnage de Mr. McMahon, qui est tout le genre de jeunesse. La fin, mettons, de cette. La fin de tout ça. Le milieu, en tout cas. C'est comme sur plusieurs années, mais ça, c'est comme le premier chapitre du scandale. Fait que, le médecin qui était à la WWF à l'époque, George Saurian, il se fait poursuivre par la fédérale parce qu'on dit qu'il donne des stéroïdes à ses clients qui n'en ont pas besoin, puis que c'est juste pour. Parce que le stéroïde est comme ça. On est dans une période aussi, ça c'est plus ou moins bien expliqué, mais à une époque c'était légal. Ouais. C'était légal, c'était juste pas illégal les stéroïdes, comme plein de choses. La cigarette, ça a été ça, je sais pas là. Peut-être que le Red Bull un jour dans le futur sera illégal, mais à notre époque, il l'est pas. On a le droit de faire des pubs de tout ça, mais peut-être dans le futur, on n'aura plus le droit. Bref, les stéroïdes, c'était ça. Fait que c'était comme un médicament pour traiter certains trucs, tu sais, quand ça va moins bien au niveau de la santé. Mais on s'est rendu compte qu'un des effets secondaires, c'est que tu étais capable de t'entraîner en malade, puis devenir gros, puis que t'es jamais fatigué. Fait que t'aider dans ta manière de t'entraîner et de récupérer également de ton entraînement. Fait que là, beaucoup de gens, le sport au complet là, a été touché par des scandales de stéroïdes. Et la WWE en fait partie également de ces scandales-là. Fait qu'éventuellement, les États-Unis font comme hey, c'est illégal, il y a plein de monde qui meurt à cause de ça, parce qu'ils en prennent trop. Fait que là, faut qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule. Fait que là, c'est comme ça. Fait que t'as Vince qui joue, moi j'en ai pris, puis plein de monde en prenait, mais c'était légal dans le temps. Mais là, quand c'est devenu illégal, là, on a tout arrêté de ça, puis bref. C'est un peu cette manière-là. Ce premier chapitre-là, il défend de cette manière-là. De son côté, cependant, Hulk Hogan lui prend une autre approche en disant, il va dans une entrevue et il dit qu'il n'a jamais pris de stéroïdes, qu'il en a pris 3 fois dans sa vie.
Puis là, quand il arrive à la caméra, il dit ben non, j'en prenais tout le temps, effectivement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tout le monde a commencé à me détruire par la suite. Ça a été au début de. Ça a terni pour la première fois. Il était bon, Hulk Hogan, pour ternir lui-même son image. Oui. Même plus tard. Puis tu sais, ce qu'on Un raconte, scandale qui se crée lui-même. ce qu'on raconte dans le documentaire aussi, c'est que c'est Vince qui lui avait dit vas-y, puis dis la vérité, sois franc avec tout le monde, parce que ça va mieux passer. Ça. On va l'oublier plus vite si t'es franc. Puis Hulk Hogan l'a pas oublié. Puis Vince dit une phrase, ça va être là, je paraphrase, mais il dit quelque chose comme faut toujours dire la vérité, faut toujours être franc, faut toujours être transparent. Puis tu fais comme ah, tabarnak, que ça cache quelque chose, cette phrase-là, là, que c'est pas. Ouais. Venant de lui, là, c'est tellement pas ça, là. Ah, non, c'est ça. C'est plus dire. Je pense que la bonne phrase qu'il aurait pu dire, c'est si tu le sais que c'est 100% certain que tu te fais pogner, défends-toi avec la vérité. Ouais, c'est ça. Plutôt que de te défendre avec la bullshit. Ouais, c'est plus ça. Bref, le premier chapitre à ce scandale-là, il y aura beaucoup de chapitres au scandale des stéroïdes. Ben, celui-là, c'est ça. Je pense que celui-là, assez d'accord, cependant, avec la version de Vince, dans le sens où c'était légal, il y en avait partout, fait que t'es comme sur faire. Même lui, il en prenait, puis qu'on poursuit ce docteur-là qui faisait des prescriptions pour en donner, pour en vendre par la suite, ben, c'est ça qui était illégal. C'était pas le temps, le fait d'en avoir. C'était le fait de. T'étais un médecin, puis ton seul but, c'était d'être un pusher. Et non pas d'être un médecin. Fait que c'est ça le problème. Au même moment, cependant, Vince, bon timing, il se fait une fédération de bodybuilder. Une fédération. Je sais même pas comment appeler ça. Un show de bodybuilder. Payé par. Pour faire comme de la. Je sais pas, pour faire de l'entertainment, mais de bodybuilding. Il voulait rendre mainstream le bodybuilding. Ouais, parce que Vince est un gros fan de bodybuilder. C'est ça. Fait que, bon, ça c'est mort en même temps, parce qu'il y avait le scandale des stéroïdes, puis là, s'il y a bien une place qu'il y avait des stéroïdes à cette époque-là, c'était bien à cet endroit-là. Fait que c'est mort dans l'œuf, mais c'est ça. Ce qu'on dit, c'est que c'est mort à cause de tout ça. Bon, au final, pour tous ceux qui suivaient le produit à cette époque-là, c'était vraiment dégueulasse, là, ce show-là, parce que c'est genre. Tu sais, les lutteurs. Mais mettons, on sait c'est quoi la différence entre un lutteur qui est bon en acting et un qui est pas bon. Ouais. Puis de nos jours, c'est presque très difficile en fait de te rendre haut si t'es pas un minimum acteur dans ta manière de vendre, tout ça. Mais là, il a comme voulu recréer ça avec des bodybuilders. Et les bodybuilders, ils sont bons pour être musclés, ils sont pas nécessairement bons pour être acteurs. Fait que le show était n'importe quoi. Là. Il demandait à des bodybuilders de faire des scènes genre de théâtre. Puis, en tout cas, je sais pas comment il aurait fait pour que ça fonctionne éventuellement. Peut-être qu'il y a une réalité qui existe dans un autre univers où le bodybuilding est aussi populaire que la lutte, mais bon, c'est pas la nôtre, clairement pas. Bon, là, il y a le journaliste Mushnick qui je pense que c'est dans le New York Times qui écrivait. Et lui, clairement, il l'aime pas, Vince McMahon. Non. Lui, je pense, tout ce qu'on ressent sur Vince, lui t'es genre, ce style-là, il va pas s'en sortir. C'est un mauvais humain. Fait que tout ce que je peux pitcher dans sa direction, je vais le faire. Même si j'ai pas tant de preuves, je vais tout le temps pitcher tout sur lui pour le faire chier puis pour y mettre mauvaise presse, clairement. Fait que, tout le monde l'haït. Tout le monde qui est dans le documentaire, à part Schnick, qui est dans le documentaire. Ça, c'est le fun qui était dans le documentaire, cependant. C'est rare qu'il y avait un ennemi dans le documentaire. Fait que lui, c'en est un. Mais tout le reste disent qu'on l'haït tout le monde, parce qu'ils disent pas vrai, puis nanana. Fait que, bref, je pense que c'était quand même vrai, mais la manière qu'il le faisait, c'était peut-être pas la meilleure manière. Ou en tout cas, bref, c'est la meilleure manière. Je sais pas si c'est la meilleure manière, mais clairement, il mettait de l'avant des choses qui n'avaient pas beaucoup de preuves. Il lançait beaucoup de lignes à l'eau, disons. C'est ça. Mais en même temps, il recevait des trucs. C'est juste qu'il peut-être que. Fallait que tu te back avec un peu plus de preuves avant d'aller sortir ça dans les médias. Fait que lui, il écrit beaucoup de choses sur la compagnie. Fait que, évidemment, le scandale des stéroïdes. Mais également beaucoup d'autres choses parce qu'il reçoit plein d'appels quand il commence à faire ses chroniques sur la WWF. Et là, plein de monde, il dit genre, hey man, t'as pas idée à quel point il y a d'autres choses. Fait que là, je pense que Dark Side of the Ring est une bonne fenêtre vers toutes les autres choses qu'il y avait dans le monde de la lutte. On en parle de quelques-uns, mais très brièvement. Fait que d'abord, un peu la place des femmes dans le monde de la lutte à cette époque-là. Il y a une quote de Tony Atlas qui est un peu qui représente bien en fait ça. Il avoue que tous les lutteurs dans le temps étaient des trous de cul. Tout le monde, sans exception, étaient tous des trous de cul. Parce que qu'on faisait aux femmes, ça n'avait pas de bon sens. Puis on les traitait comme si c'était des objets, littéralement.
Fait que, puis que tout le monde qui était des lutteurs dans cette époque-là serait tout cancel aujourd'hui si on savait tout ce qu'ils avaient fait. Fait que, écoute, une honnêteté, ouais, c'est Tony Atlas, fait qu'il faut en prendre pour en laisser, mais effectivement, j'ai l'impression que là, en grande généralité, il n'y avait pas grand bon gars dans un vestiaire, puis les bons gars étaient tellement en minorité qu'ils fermaient leur gueule. Du peer pressure, puis ils agissaient comme tout le monde. Ils regardaient ailleurs quand les choses se passaient. Fait que bref, fait que ça, c'est la seule mention de tout le truc des femmes. Après ça, on a l'affaire Jimmy Snuka, qui, il y a des documentaires de Dark Side of the Ring qui en parlent beaucoup plus, mais là, on le mentionne brièvement. Fait que c'est pas vraiment creusé, mais en gros, sa femme est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel où il était. Mais il n'y a jamais d'accusation de meurtre, puis il n'y a rien. Puis là, ben, on parle pas non plus de c'est quoi l'implication que Vince aurait pu avoir, parce qu'il avait quand même le bras long, aurait pu... Ben, essayer de cacher, essayer de camoufler l'histoire et tout ça. De ce qu'on sait des oui-dire qu'on a eu dans d'autres documentaires, Vince aurait eu un certain pouvoir dans le fait d'enterrer cette histoire-là. Mais c'est un autre truc de, hey, une femme s'est fait tuer, puis rien, genre. T'imagines la famille, à quel point ça doit être terrible. Il n'y a rien qui a suivi ça. Bref, fait que ça, c'en est une qu'on effleure très rapidement encore. Ensuite, un qu'on creuse un peu plus, c'est le Ring Boy Scandal. Fait que en fait, c'est les gens qui étaient engagés localement, disons, à chacun des endroits. Certains étaient locaux, mais certains suivaient aussi la Fed. Ils étaient sur la route pour aider à monter le ring et monter les setups et tout ça, là, travailler comme exact. Fait que c'est comme des... genre, si on veut. C'est ça. C'est le genre de technicien, mais beaucoup étaient soit... aspirer à être lutteur. Des jobs étudiants. Non, mais des jobs étudiants. Oui. Mais, 16 et 19 ans, mettons, en majorité. Et la personne qui s'occupait des engagés, je pense que c'était Terry Garvin ou Mel Phillips. Un des deux, mais qui était le ring announcer. Lui, s'occupait de ce job-là. Mais lui, il était clairement pédophile parce que, écoute, là, de manière très ouverte, tout le monde le dit qu'il était pédophile. Ça avait l'air d'être connu, mais un peu comme cette époque-là, bon, c'était... Dis rien. On disait rien, on faisait ça. Fait que un qui était producteur, un qui était le ring announcer. Fait que Terry Garvin, Mel Phillips. Fait que. Et là, on a également, à travers tout ça, Pat Patterson. Et là, Pat Patterson est un Montréalais, quand même une grande histoire dans le truc de la lutte. Fait que là, écoute, je vais en prendre puis je vais en laisser parce que la manière qu'on parle des deux autres versus comment on parle de Pat, c'est deux trucs complètement différents. Parce que les deux autres, c'est comme aucun doute, c'était des pédophiles. Et Pat, il était gay, il était ouvertement gay, et toute sa vie, puis dans un monde aussi un peu spécifique. Tu n'aurais pas l'impression que tu pourrais être ouvertement gay dans le monde de la lutte, mais il l'était. Fait que, je peux comprendre que peut-être, là, évidemment, je n'étais pas là, rien, mais ce que j'entends de l'histoire de Pat Patterson, c'était peut-être plus, on l'a mis dans le même bateau parce qu'il était gay, parce qu'à cette époque-là, ben... pédophile puis gay, c'est la même chose, dans la tête de gens qui sont homophobes. Et peut-être que les personnes, les victimes alléguées, parce qu'il y a eu quand même une victime alléguée qui a nommé que Pat était une des personnes qui était victime d'eux. Fait que, est-ce que c'est ça. Quelle était l'affaire, quelle était l'implication de Pat Patterson dans tout ça? De tout ce que j'entends, que je lis, que je vois, également des entrevues que je vois avec des gens qui l'ont côtoyé, avaient l'air d'être de plus, c'était des jokes, qu'est-ce qu'ils faisaient. Évidemment, des jokes de mauvais goût, des jokes d'une autre époque, des jokes de peu importe, mais beaucoup de self-deprecation, fait que des jokes sur soi parce qu'il est gay, puis évidemment, les gens qui sont homophobes, ben, ils peuvent le voir comme une attaque. C'est la pipe un petit peu plus. Fait que, il va un petit peu plus loin avec ces gens-là parce que justement, ils sont homophobes. Fait que, puis il y a beaucoup de gays aussi de cette époque-là, de gens que c'était une manière de se défendre aussi. Là, fait que si tu sens que quelqu'un est homophobe, ben, tu vas encore plus faire des commentaires de hey, je te trouve beau toi parce que justement, c'est une manière de faire de peu rendre la personne inconfortable parce qu'elle n'est pas confortable avec ton homosexualité. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être plus ça que Pat Patterson faisait, mais qu'on l'a mis dans le même bateau que deux qui clairement avaient des relations sexuelles. Puis un des trucs qui me dit ça aussi, c'est jamais Pat Laprade qui l'a bien connu, qui l'a mieux connu, disons, que nous. Puis que Pat faisait ça, tu sais, quand on le rencontrait. C'est sa manière un peu de... C'était son genre d'humour, puis c'était sa manière d'être. Bon, de nos jours, ça passe plus vraiment, ce genre de joke-là, de trucs-là. Mais à une autre époque, sauf dans ces années-là, c'est évidemment, ça
on est ailleurs. Fait qu'on est ailleurs. Fait que mais t'as quand même Tony Atlas qui dit qu'il s'est souvent fait pogner à kékette par Pat dans les vestiaires. Fait que faut-tu le croire, faut-tu pas le croire? Je sais pas. C'est ça. Peut-être aussi qu'il était homophobe, puis Pat, c'était sa manière de comme, se défendre, puis d'y pogner à queue pour faire les autres go autour, fait que, le rendre inconfortable. Fait que bref, je pense là-dessus, il y a trop de monde qui le défendent pour que je puisse pas mettre ça en considération. Absolument. Fait que, bref, évidemment, on n'est pas là. Je le regarde d'un œil externe. Fait que vous avez le droit de le canceller si vous voulez. Ah, ben oui. De mon côté, j'ai l'impression que dans l'époque où on était, il y avait beaucoup de chasse aux sorcières avec les personnes qui étaient homosexuelles. Et peut-être on l'a mis dans le même bateau parce qu'il était seulement gay, que c'était pas nécessairement le cas. Pat Patterson n'a pas été renvoyé, les deux autres, oui. Pat Patterson, c'est lui-même qui a décidé de quitter. Et il est revenu quelques mois plus tard là, pour reprendre son poste de bras droit de Vince McMahon. Exact. Ouais. Fait que bref, à voir tout ça, mais c'est le petit côté, on va en jaser, mais je pense pas que je le mettrais clairement dans les deux autres. Surtout quand je vois un Bret Hart qui est virulent face aux deux autres et qui défend Pat par la suite. Fait que je suis comme... S'il y a une personne que je crois son honnêteté ou sa sincérité dans le business, c'est quand même Bret Hart. Il est pas... il est amer, là, mais... Il est amer, mais il est pas une mauvaise personne fondamentalement. Comme beaucoup d'autres lutteurs, je crois, le sont plus. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'il quitte, il revient. Jimmy Hart, par la suite, fait un peu une citation bizarre quand on parle de tout ça, parce qu'il dit, dans l'entrevue qu'on laisse, il dit « Je sais pas ce qu'ils veulent qu'il soit public dans le documentaire, fait que je préfère rien dire sur cette histoire-là. » C'est quand même weird comme citation. Fait que tu sens que dans le documentaire, l'aura de Vince est là. Puis les gens sont genre « Hey, je me suis pas fait briefer là-dessus. » Fait que je préfère rien dire. Tu sens que Vince survole tout ça, là, il est là, son aura, il te respire dans le cou, il est dans ta nuque. Là, fait que je veux pas mettre personne à dos. C'est ça. Ouais, c'est bizarre ça. C'est ça. Fait que je trouve que la citation s'en fout, mais ça parle plus de à quel point Vince a un pouvoir très important dans beaucoup de monde, y compris... c'est ça. Ensuite, on a les fameuses accusations de Rita Chatterton, que Vince nie encore aujourd'hui. Il dit que tout ça a été fait avec consentement. Et là, ça c'est le bout peut-être intéressant, que si j'avais fait le montage de l'épisode, j'aurais peut-être mis ce qui se passe en ce moment avec ce qui se passait avec elle. Parce que tabarouette que ça avait l'air de la même manière d'opérer. Copier-coller, copier-coller de Vince qui dit non, on était un couple, ce qu'on faisait comme relation, c'était avec consentement, alors que c'est la même défense qu'il y a présentement avec Madame Grant. Et puis là, il ajoute une phrase bizarre aussi qui disait « Puis si c'était un viol, même si c'était un viol, là, c'était trop tard pour me poursuivre pour ça. Elle avait perdu genre son moment. T'as tout le temps comme un certain laps de temps pour poursuivre quelqu'un. Fait qu'elle avait perdu ça. Fait que ça, pourquoi tu dis ça si tu te sens pas coupable? En tout cas, c'est weird de dire cette phrase-là. Et lorsque, temporairement, ça a été levé, ce statut de limitation-là, dans l'État de New York, suivant tout ce qui s'est passé avec le MeToo, hashtag MeToo qui était relativement très présent en Occident. T'as quelques endroits qui ont enlevé un peu ce statut-là, qui ont changé leur loi pour dire « Hey, si vous avez été victime d'agression dans des années passées, mais que vous pouviez parler à personne parce que, bon, t'es dans un autre monde, ben vous pouvez repoursuivre les gens, même si c'était il y a longtemps. » Bizarrement, pendant ce moment-là, il y a eu une affaire hors cours qui a été réglée de plusieurs millions de dollars avec Vince et Rita. Et c'est ça. Et on n'en dit pas plus, mais il dit qu'il est encore innocent de tout ça, mais il a quand même accepté de payer beaucoup d'argent pour faire taire la personne qui l'aurait potentiellement violé. Fait qu'on va voir, mais moi ce moment-là, j'étais comme, c'est fou à quel point ça ressemble à ce qui se passe avec la cause actuelle de Grant. Oh oui. C'est ça. C'est flagrant, on dirait, c'est la même procédure qui a fait. C'est souvent ce qui arrive avec des sociopathes, du monde qui ont de l'abus de pouvoir comme ça, vont le faire une fois, ils se feront pas pogner, 2 fois, ils se feront pas pogner, 3 fois, ils se feront pas pogner, puis la fois où ils se font pogner, ils sont comme, ben là, parce qu'il y a des fois, ils prennent moins de précautions, ou ils ont oublié certains détails, ou fait que là, ben, à un moment donné, ils font comme, là, j'ai jamais été accusé, c'est jamais été de ma faute, pourquoi là, ça serait de ma faute, puis là, ben, ils sont comme, même s'il y a toutes les preuves
contre moi, ben c'est pas moi pareil, t'es comme, ça rentre pas dans leur tête parce que ça a toujours fonctionné leur façon de faire. C'est fantastique. C'est pas fantastique, mais je trouve ça fantastique de voir comment un cerveau comme ça fonctionne. C'est aberrant, oui, mais c'est Comment le fascinant. pouvoir peut aussi. Je sais pas. À quel point tu peux t'en permettre avec le pouvoir. Puis C'est ça. qu'on dirait. Il y a de quoi, c'est ça. On dirait que c'est le pouvoir qui corrompt. Là. Ouais. Quand même un peu ça dans la vie. Je sais pas, t'en parleras bref. à notre le super artiste là, Sean Combs. Tu lui parleras voir si le pouvoir il a pas monté en tête, lui. C'est pas... Ouais. Ben, du bon, ça arrive. Fait que c'est ça. Pour Vince, il se sent. Mais c'est ça. L'accusation de Chatterton, je pense, aurait été plus. J'aurais fait de la réalisation du documentaire pour mettre vraiment les deux en relief parce que je trouve que c'est un copier-coller de la manière que Vince. C'est fait accuser à l'époque et maintenant se fait accuser de la même manière. Mais là, on a tous les détails là, avec la poursuite. Fait que bref. Par la suite, ben, on est en ligne vers le deuxième chapitre des stéroïdes. Fait que là, on poursuit directement Vince McMahon. Le fédéral le poursuit parce que, selon eux, il distribue lui aussi des stéroïdes à ses lutteurs. Et Vince, là-dessus, il se bat farouchement. Catégorique, il a jamais vendu aucun stéroïde. Jamais! Jamais vendu rien. Et là, au même moment, ben, Hulk Hogan part, parce que là, c'est ça, le film, c'était comme une manière de le garder un petit peu plus longtemps. Finalement, il part. Il fait la promesse à Vince que jamais il va aller contre lui. Je te promets, Vince. Mais évidemment, c'est Hulk Hogan. Un autre un peu. Il n'y a pas trop. Un autre trou de cul. Fait qu'il décide. Il rencontre Eric Bischoff pendant qu'il tourne un de ses films. Eric Bischoff, il fait un deal ben trop gros qu'il peut pas refuser. Et il s'en fout finalement de sa loyauté envers Vince parce qu'il signe le contrat et il s'en va à la compétition, la WCW. Et ça se termine là-dessus, mais ça se termine aussi avec Shane qui dit que pour lui, encore aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en parler à la table. Wow. C'est tabou le fait que Hulk Hogan a trahi Papa Vince pour s'en aller de l'autre côté. Parce que ça l'a fait mal à Vince. 30 ans plus tard, on n'a encore pas le droit d'en parler. Non, pas le droit d'en parler parce que ça a été tough. Puis dans le documentaire, Vince, il met très cérébral. Là. Il est genre comme, bah non, c'est un move de business. Puis, il parle pas vraiment le côté que ça l'a affecté. Ouais. Mais quand on entend tout le monde autour, pas mal sûr qu'il a dû sacrer, pitcher, casser quelque chose dans son bureau. C'est certain. Quand il a vu que ça arrivait, en même temps que ça arrivait, en même temps que son procès. Et qui va pas aller contre lui du côté des témoins du fédéral, du FBI? Hulk Hogan! Hulk Hogan. Ben, Terry Hogan. Son vrai nom. Ouais. Pas Hogan, mais je me souviens plus de son nom. Bref. Son nom. Fait qu'il il s'en va contre son ancien boss. Il vient de signer vers la compétition. Et là, la magie de la lutte, c'est ça. Le flou entre la réalité et la fiction est qu'il était-tu pas incroyable à ce moment-là? Genre, le FBI poursuit. En tout cas, bref, il y a des affaires dans la vie que je suis comme. C'est trop gros, c'est trop intense, ça n'a pas de bon sens qu'ils font de la fiction en même temps que tout ça se passe. Mais c'est ça qui fait qu'on aime la lutte, tant qu'à moi. C'est ce flou-là qui peut tout le temps arriver et qui va peut-être arriver ce week-end avec Wrestle Dream. Ouais! Wrestle Dream. Fait que, évidemment, hein, pour le deuxième épisode de Vince McMahon, ben, dites-nous si vous avez apprécié, s'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, dites-nous dans les commentaires, vous pouvez liker. Et si vous tombez là-dessus, puis vous avez jamais écouté un épisode de lutte, mais que ça vous a intéressé le documentaire, ben dites-nous comment vous avez trouvé ça. Absolument. Parce que nous, on connaît la lutte un peu plus, fait qu'on peut avoir un avis sur ça.